Bonjour à tous et bienvenue sur Point Culture, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre premier podcast, enfin. Je suis en compagnie de Damien aujourd'hui, bonjour Damien. Bonjour Nicolas. Enfin, j'ai envie de te dire, c'était la plus grande arlésienne de l'histoire des internets, après 3-4 ans d'existence du site Point Culture. On avait toujours accolé le slogan Art, Culture, Podcast au site, et on a décidé aujourd'hui de se lancer dans le premier podcast audio. Et ils sont là. On va commencer par une thématique qui nous tenait à cœur, qui était les lieux inexplorés du musée du Louvre. Donc on s'attaque tout de suite à un gros morceau, le musée du Louvre. On n'y va pas crescendo. Et Damien, d'ailleurs, c'était un peu ton idée d'explorer les lieux inexplorés du musée du Louvre. Alors comment t'es venue cette idée déjà d'arpenter le musée du Louvre autrement ? Et oui, je crois que cette chronique a déjà 2 ans cette année. Bon anniversaire. C'est au parcours de visite au Louvre et en fait c'est en tombant sur des salles qui sont vides et en se disant mais mince c'est quoi cette salle, j'ai jamais entendu parler de cette salle, c'est curieux, il y a des choses un peu étranges et ça a commencé un peu comme ça. Parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, nous sommes étudiants en histoire de l'art, donc on essaie de se rendre quand même très régulièrement au musée du Louvre. Ça reste l'une des meilleures écoles, en tout cas pour se familiariser, se faire une culture visuelle. Pour ne pas dire hebdomadairement. Exactement, au moins. Et ce qu'on aime au musée du Louvre, c'est être surpris, parce qu'à force d'arpenter les salles, on commence à connaître très bien le musée, mais on arrive toujours à faire une découverte qui nous fait voir le musée autrement. Et c'est un peu ce plaisir de découverte de lieux surprenants qu'on avait envie de vous présenter, parce que on a souvent l'idée du musée du Louvre, des salles de musée assez classiques avec des cimaises, avec des toiles, des sculptures, mais là ce qu'on va vous présenter ce n'est pas le cas. C'est un Louvre autrement, c'est vrai. Exactement. Et ce Louvre autrement va commencer par la salle Saint-Louis. Donc on va se rendre dans le Louvre médiéval, Damien, c'est bien ça ? C'est ça. Mais le Louvre médiéval qu'on connaît, c'est pas exactement celui-là, je veux toujours revenir. C'est vrai que c'est pas le Louvre médiéval auquel on a l'habitude. On a tous l'habitude du gros donjon pour qu'on tourne pour retrouver la sortie, mais là on va aller dans un autre Louvre médiéval qui est beaucoup plus caché, qui est beaucoup plus excentré, qui sert en ce moment de passage pour aller à la sortie parce que le Louvre médiéval actuel est fermé, mais voilà. Voilà, un très bon l'appétit de l'auditeur est maintenant ouvert. On va se diriger donc, on est sous la pyramide du Louvre. Voilà, on est sous la pyramide du Louvre, il y a du bruit, les enfants crient, c'est vraiment un espace assez bruyant, assez fatigant. Et on va se diriger vers l'aile Sully. Et je te laisse d'ailleurs nous emmener à la salle Saint-Louis. Allons-y. C'est parti. Alors en fait, arrivé par l'aile Sully, on emprunte en général un escalier pour rejoindre la salle des Cariatides et ensuite éventuellement remonter plus haut. Mais on va pas prendre cet escalier, on va plutôt aller tout droit. On aurait l'impression d'aller vers un cul-de-sac en fait, et c'est d'ailleurs très mal indiqué. C'est très très mal indiqué, c'est pas indiqué. Ça n'est pas indiqué, c'est ce qui fait le charme de l'endroit. Et arrivé au bout de ce couloir un peu terne, un peu. Oui voilà. On arrive dans cette salle Saint-Louis. Des ruines médiévales, j'ai envie de te dire. C'est vraiment, on arrive au milieu de ruines médiévales. C'est exactement ça en fait. On arrive dans une salle médiévale. J'entends par là une salle recouverte de pierres de taille, c'est vraiment la pierre brute au mur, moitié dégrossie, on voit des départs de voûtes, sans trop voir où est-ce qu'ils vont atterrir. Je te coupe, mais en tout cas moi ce qui m'a marqué c'est qu'on est dans une quasi-obscurité, vraiment. Ouais, en fait on dirait un peu une cave, il fait très froid, l'ambiance est très sombre, il y a quelques lumières qui éclairent ici et là, des ornements de sculpture, des petites voûtes en berceau comme ça. Voilà, exactement. On arrive dans ces ruines médiévales avec ces départs de colonnes, ces départs de voûtes. On a ces voûtes en berceau également, enfin ces espèces de renfoncements qui donnent allusion à des caves. On a ce bestiaire médiéval qui sont éclairés en contre-plongée et qui leur donnent un aspect véritablement un peu effrayant. Ouais, voilà. Et on est dans un calme absolu. On est à 2 minutes, même pas, la pyramide de verre de Paye. Et là, le contraste est vraiment saisissant. C'est impressionnant. C'est un lieu hors du temps, hors du bruit, hors de tout. C'est impressionnant. Et on sait même pas au final à quoi servait cet endroit. C'est peut-être un peu frustrant parce que il y a énormément. Enfin, on voit qu'il y a quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans cette salle. Elle était comme découverte, comme arrachée peut-être du sol. Et ce qui fait la force de cette salle, c'est quand même que c'est
en tout cas aujourd'hui, le seul corps de logis médiéval qu'on connaît pour le musée du Louvre. Ouais. C'est très impressionnant, ça. C'est vraiment, on est dans l'intérieur du Louvre médiéval, dans cette salle. Ouais, pour se situer, peut-être qu'on pourrait se comparer, par exemple, on est un peu surélevé, on n'est pas au sol même, on est un peu surélevé par rapport à la grosse tour, au gros donjon. Donc c'était peut-être une salle où on faisait des banquets. Je crois que c'était le soubassement d'une salle existante, parce que on est vraiment, quand on est au niveau du donjon, c'est vraiment les fondations. Donc il faut imaginer que ça devait être rempli de douves, peut-être. En tout cas, on est vraiment dans le Louvre médiéval à l'intérieur, et c'est vraiment une ambiance qu'on ressent, puisqu'on a tu sais, je parle d'un calme absolu, mais on a cette espèce d'écho qui résonne un peu perpétuellement, comme si on se trouvait dans une grande église romane, avec cette odeur d'humidité qu'on peut retrouver dans les caves. Oui, avec le froid, oui. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que quand on s'y est rendu ensemble pour préparer l'émission, ça faisait longtemps qu'on s'était pas rendu dans cette salle, parce qu'on avait écrit la chronique il y a quand même un bon paquet de mois. C'était la première, je crois, une des Exactement, premières. Et on a vraiment, nous, redécouvert cette salle. C'est-à-dire, déjà, ce qui est très drôle, c'est qu'on s'est un peu pris pour des archéologues, vraiment. C'est un peu ça. Quand on s'est rendu dans le cul de ces voûtes au bout de la salle, on s'est surpris, enfin, j'étais surpris avec ton téléphone à éclairer, avec la lampe torche de ton téléphone, à éclairer les pierres. Et qui sait, peut-être qu'on aurait pu retrouver une inscription, ça aurait été amusant. Ça aurait été drôle, ça aurait été très drôle. Et vraiment, on était là complètement dans une expérience de musée différente de ce qu'on a l'habitude, nous, de vivre au musée du Louvre. On a aussi un escalier derrière des barreaux qui ne mènent nulle part. Qu'on peut essayer d'éclairer éventuellement, mais on essaie d'éclairer. Une sorte de bouche d'incendie. Je crois que cet escalier n'a jamais été achevé, d'après ce que j'ai pu voir sur le carton. En tout cas, nous, on aime se raconter des histoires véritablement. On imagine cet escalier mené sur la suite du Louvre médiéval qu'on ne connaîtra jamais, mis à part les représentations dans les peintures. Bon, on en sait quand même un petit peu sur cette salle. Enfin, on sait que... Donc oui, salle Saint-Louis. Déjà, pourquoi la salle Saint-Louis ? Eh ben, la salle Saint-Louis, parce que cette salle, elle a été construite vers 1200. Donc on n'est pas encore sous Saint-Louis, on est sous Philippe Auguste, le premier fondateur du Louvre, le premier constructeur du Louvre. Et... il y a eu ensuite Saint-Louis qui a ajouté dans cette salle qui a apporté des modifications à cette salle. Surtout, et il y a un petit bestiaire, comme je disais, des ornements, des ornements par exemple autour de la colonne au milieu de la pièce. Le chapiteau est décoré de... Moi, je sais pas trop si c'est une rose, tu dis que c'est plus une pomme de pin. Ça m'étonnerait quand même qu'on sculpte une C'est pomme très de stylisé pain, en fait, c'est très dégrossi, il y a des feuillages très dégrossis, et tous ces motifs ont permis de dater peut-être la salle autour de 1200-1220. Qui a été découverte au 19e siècle. Oui, au 19e siècle, exactement. Lors d'un réaménagement de la salle des Caratides. Voilà, qui se trouve donc... Tu parles de ce bestiaire, il faut quand même inviter nos auditeurs à aller voir Maître Yoda, puisque ça c'est vraiment très drôle. On a un bestiaire, enfin une bestiole gravée qui est inscrite dans un chapiteau qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Maître Yoda. Et c'est vrai qu'il a les longues oreilles pointues. Oui, tout à fait. Et ce qui est magnifique en fait avec ce petit Yoda, c'est que les seules sources de lumière de la salle viennent du sol et elles éclairent directement en contre-plongée, ce petit Yoda. Et la lumière sur la sculpture un peu... La pierre elle est abîmée forcément, mais la lumière est magnifique sur ces sculptures. Et on voit très mal dans cette salle. J'ai essayé de faire quelques prises de vue, quelques vidéos, et on n'y voit vraiment rien. Et c'est vraiment ce qui fait le charme de cet endroit. Oui. D'ailleurs, quand on est souvent seul dans cette salle, mais là pour le coup il y avait des visiteurs qui ont d'ailleurs l'air un peu hésitants d'entrer dans cette salle en se disant est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est pas un accès habituellement fermé qui là n'est pas... C'est très drôle. Oui, pour le coup c'est pas là qu'on va voir des gardiens, c'est vrai. Non, ça c'est vrai, il n'y a jamais personne d'ailleurs, donc profitez-en, faites des photos, essayez d'ouvrir les portes qui mènent dans ces escaliers, on n'a pas réussi nous. Et pour en revenir à cet aspect archéologue, ce qui est très drôle, c'est que nous, en tout cas, on a joué un peu aux archéologues sans se salir les mains véritablement. Oui. Donc on était visiteurs de musée, mais en même temps un peu archéologue dans l'âme, à espérer trouver une inscription. Bah oui, mais c'est ça en fait, on est encore dans un musée, on n'a plus l'impression d'être dans un musée. On n'a vraiment pas l'impression d'y être. Il y a 2 étages plus haut, il y a des salles rouges, vertes, avec des tableaux tout dorés, des sculptures, des vitrines. On n'a pas l'impression d'être dans le même endroit, c'est ça qui est impressionnant. C'est vrai. Et en tout cas, vraiment, un endroit qu'on conseille vraiment à tous nos auditeurs. C'est une très belle entrée, je pense, le Louvre médiéval pour commencer le musée du Louvre. Enfin, je sais pas, lors d'une visite, quand tu amènes des amis, ce que tu montres pour la première fois. J'aime bien, moi, commencer par le Louvre médiéval pour montrer vraiment le retour aux origines. Ah, moi, je montre ce que je préfère en général, c'est dans vrai. les peintures. Ah, mais non, il faut faire monter la sauce, voyons. En tout cas, moi, j'aime bien faire un retour aux sources. Et là, tu montes la salle Saint-Louis, ça ajoute une couche supplémentaire à l'expérience.
Tu voulais rajouter quelque chose sur la prochaine Saint-Louis? visite, j'amène quelqu'un dans la prochaine visite. Voilà. Et ce qu'on voulait dire dans ce lieu inexploré, c'est que finalement on pouvait en lier un autre, qui est la salle qui précède la salle Saint-Louis, Ouais. qui est une salle dédiée aux fouilles archéologiques qui ont été menées dans les années 80 autour du projet du Grand Louvre. Voilà. C'est au moment où on a fait la pyramide en fait de 83 à 90, il y a eu beaucoup de fouilles au niveau de cette cour Napoléon, cet espace qui n'était pas du tout comme ça. Hein. Avant, on voyait des voitures garées là, ça paraît totalement impressionnant. Très moche. Et toutes ces fouilles, elles ont révélé des choses très très intéressantes en fait. On a les objets du quotidien du 16e, 17e siècle qui environnaient le quartier. Bah oui, parce que comme tu dis, c'était un quartier avant, c'était pas fermé, il y avait des habitations dans la cour du Louvre en fait. Oui, voilà, le Louvre n'était pas toujours ce palais royal dégagé. Il y avait avant des bâtisses qui ont été détruites bien évidemment depuis le temps, qui abritaient une vie quotidienne, des commerces, voilà. des habitations. Et ces vitrines-là exposent justement ces objets du quotidien. Ouais, et ce qui est paradoxal dans tous ces objets, c'est que tous ces objets ont été retrouvés, je crois que les morceaux de céramique et de tout ça se comptent par il y en a 900. par milliers. 900. Oui, mais ce que j'ai vu pour des tesselles, enfin le nombre de morceaux individuels qu'on a retrouvés se compte par milliers, c'est impressionnant. Et tout ça ont été retrouvés dans des fosses qui étaient un peu des dépotoirs inutilisés. Et c'est en fait la poubelle qu'on a retrouvée. C'est vrai, c'est très drôle. Mais on n'a pas retrouvé que la poubelle. Non, on a retrouvé des choses beaucoup plus prestigieuses. Dans le donjon. Tu peux nous en parler. Dans le puits du donjon. Dans le puits du donjon, on a retrouvé, pour le coup, c'est pas des éléments de la vie quotidienne, mais des éléments médiévaux et royaux. De la vie quotidienne des rois. Voilà, ouais. Parce qu'on a retrouvé par exemple, le casque de Charles V. 6. Casque couronne de Charles VI. Il n'était pas dans la vitrine quand on y allait, donc non. Tu es tout pardonné. Qu'est-ce qu'on a retrouvé ? Apparemment, il y aurait eu des morceaux de bronze qui devaient former des armures, pardon. Voilà. Et tous ces objets-là sont beaucoup plus tardifs, sont médiévaux, et c'est un peu le cœur du trésor dans le cœur du donjon. Exactement, le trésor marrant. Dans le trésor. Et ce qui est vraiment très drôle avec cette salle d'archéologie, finalement, c'est qu'au Louvre, on a l'habitude d'aller voir les archéologies, les antiquités égyptiennes, on a l'habitude de voir des salles archéologiques d'antiquité... le Proche-Orient, pardon, les arts de l'islam, mais là on a vraiment une archéologie du Paris du XVIe siècle, c'est vraiment très drôle ça. C'est très drôle. Au musée du Louvre surtout. Mais on en attendrait peut-être un petit peu plus parce que il y a pas mal de textes qui sont très intéressants, on nous annonce qu'on a retrouvé des morceaux de chaussures, des petites bourses en cuir, mais on voit que de la céramique. La salle est petite. Peut-être que ça s'expose pas facilement, mais oui voilà, mais ça aurait été intéressant de voir. Parce que pour préciser à nos auditeurs, dans ces objets, qu'est-ce qu'on a des peignes, on a des dés, on a des cruches. Oui, un petit peigne en ivoire, des petits pots en verre, des petites gourdes, puis toute la céramique. Vraiment des témoins du mode de vie qui environnait le palais royal du Louvre, qui n'était pas musée à cette époque-là. Mais on a également quelque chose que là je te laisse expliciter. Ouais, il y a quelque chose, effectivement, il y a une autre découverte. En fait, il y a eu plein de découvertes de différentes époques à un même moment, et il y a eu aussi une autre découverte, c'est celle de vestiges de l'atelier d'André Charles Boulle. C'est un grand ébéniste du siècle de Louis XIV qui a façonné l'image du meuble typique de Louis XIV, et son atelier qui était donc à peu près au niveau de la cour Napoléon, au niveau de la pyramide, enfin par là, au niveau de la boutique, la grosse boutique rouge à peu près. On n'a pas gagné au change. Voilà. Il y avait donc son atelier qui était très très grand et qui a été incendié, je crois, au début du siècle, vers 1720, ou peut-être avant, enfin bref. Et les internautes nous corrigeront en commentaire. Voilà. Et de son atelier qui a été incendié, on a retrouvé énormément de fragments, de petits plâtres ornementaux, tout à fait. qui allaient certainement être des esquisses préparatoires à des œuvres d'art, à des sculptures, à des meubles, et tous ces petits... En fait, c'est des fragments archéologiques un peu étranges parce que ils ont l'apparence d'un fragment, un fragment cassé, détaché de son contexte, mais en même temps, ils ont des formes très modernes, du XVIIIe siècle, avec des enroulements, voilà, c'est très, très, très marrant. Tu faisais une comparaison que j'ai trouvée très intelligente, je l'ai relevée, c'était par rapport au dessin
d'un artiste dont on aurait retrouvé. Ouais, c'est un peu comme si on avait retrouvé un gros carton de dessin ou de tableau dans un grenier d'un artiste, enfin d'un artiste important qu'on aime bien. En tout cas, voilà, c'est encore une salle vraiment à découvrir en plus de la salle Saint-Louis, puisque elle est adjacente, elle est vraiment tout à côté, et elle offre encore une fois une offre de visite alternative, puisqu'on voit, c'est un peu la survivante des salles de l'histoire du Louvre, si je puis dire. Hein. Ouais, mais c'est un lieu inexploré en soi aussi. Hein. Ah, bien évidemment. On aurait pu les dissocier. Hein, c'est vrai, on aurait pu les dissocier, mais en même temps, ces lieux sont adjacents, donc et c'est vraiment une expérience de visite alternative. En tout cas, c'est ce qu'on voulait montrer avec la salle Saint-Louis. Vraiment, cette cave, cet intérieur médiéval plongé dans l'obscurité, cette salle archéologique qui nous présente les objets de la France du XVIe, du XVIIe siècle qui entouraient le Louvre. On ne peut qu'inviter nos auditeurs à s'y rendre, hein, si ce n'est pas déjà fait. Pour le coup, en ce moment, comme je le disais au début, c'est un peu facile d'y aller parce que on a l'impression qu'en ce moment il y a un passage obligatoire pour rejoindre la sortie, malheureusement. Parce que oui, l'installation de Claude Lévesque est en train d'être enlevée, il me semble, donc tout le Louvre médiéval est fermé, donc là pour le coup c'est l'occasion d'arpenter la salle Saint-Louis. En tout cas c'est vraiment un endroit qu'on vous recommande. Et voilà pour ce premier lieu inexploré, Damien. Merci Nicolas. Voilà, je suis vraiment très content d'avoir enfin porté cette idée à l'audio. C'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Et les lieux inexplorés du Louvre, je pense qu'on en a un paquet encore, mais ça fera l'objet d'une prochaine émission. Merci beaucoup Damien. Merci Nicolas. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous.